Bonsoir à tous, bienvenue dans la bande. Et oui, vous venez d'assister à l'instant à la diffusion, à la présentation du premier journal télévisé en langue kanak. Il a été présenté par Élise Ouachetine en langue Païti, un événement qui a été rendu possible grâce au partenariat, mais surtout au travail fourni entre Calédonia et l'Académie des langues kanak, l'ALK. Avec moi en plateau, Weniko Ihage, le directeur de l'ALK, et Pierre-Christophe Ponce, responsable scientifique à l'ALK. Première question, réaction, messieurs. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, effectivement, quand on replace, disons, ce journal télévisé, où il revient à vous de vous féliciter pour effectivement cette convention grâce à Christophe. Mais c'est surtout dans l'histoire de ce pays, c'est la première fois effectivement qu'on fait un journal télévisé en langue kanak. Il y a encore 20 ans, 30 ans, c'était une chose impensable que de faire un journal télévisé dans les langues kanak, parce qu'il y a aussi cette pluralité linguistique dont on reviendra tout à l'heure. Il y a le choix des langues, cette pluralité, la situation plus ou moins politique qui fait que ce n'était pas possible. Et aujourd'hui, grâce à vous, on a montré que c'est possible de faire en sorte que cette diversité linguistique puisse être le véhicule de plus de tolérance dans ce pays. Une réaction? Oui, c'est un symbole. C'est vrai que ça nous permet en tout cas de briser la glace dans ce pays. Je crois qu'on y reviendra tout à l'heure, mais c'est déjà le cas dans plusieurs pays, dans plusieurs collectivités d'outre-mer qui consacrent des journaux télévisés en langue régionale. Mais voilà, donc aujourd'hui, en 2017, grâce à Calédonia, on a réussi à franchir finalement cette ligne rouge. Et je crois que c'est important pour certains, pour rendre un petit peu aux langues kanak leur lettre de noblesse et pour que finalement elles puissent accéder finalement à ce qui est écrit dans l'accord de Nouméa, une langue de culture et d'enseignement. Alors justement, des journaux en langue régionale, à ne pas confondre avec une langue vernaculaire, parce que c'est un terme à connotation péjorative. C'est ça? La notion de langue vernaculaire, effectivement, sur le plan étymologique, on a beaucoup mis l'accent sur la corrélation entre langue véhiculaire et langue d'esclave. Donc je pense qu'ici, quand on parle de langue première ou langue maternelle, il s'agit effectivement de langue kanak, en sachant très bien que, vu la mosaïque d'ethnies qui existe ici, il y a d'autres langues maternelles qui sont siennes, telles que le tahitien, le vietnamien. On rappelle qu'il y a 28 langues kanak. 28 langues kanak, 11 dialectes. Et un taillot qui est le créole qui est parlé dans la région de Saint-Louis. Ça fait une quarantaine de langues autour. Bonsoir Jimmy. Je te laisse parler. Bonsoir Prosper. Bonsoir Jimmy. Toi, tu as trouvé tu vas nous présenter ce soir des vidéos où on voit des présentateurs qui utilisent leur langue maternelle, la langue régionale pour présenter le JT. C'est ça. Donc j'ai regardé dans le Pacifique Sud et chez nos confrères ultramarins quels médias proposaient des journaux télévisés en langue. Donc en Nouvelle-Zélande, nous avons la Maori Télévision qui propose son JT uniquement en langue maori. En Polynésie française, le JT fait parfois l'objet d'une édition en langue, en réo maori. Et au Vanuatu, la télévision TBV News propose une édition en bishlamar. D'ailleurs, je vous propose de regarder un extrait de leur journal. Tout de suite, ou tu nous laisses développer un peu la problématique? C'est comme on en reviendra à la fin de cette première partie. Héritage, patrimoine et identité culturelle seront, je pense, les maîtres mots de cette émission, et notamment de la première partie. Alors, quelles sont les motivations qui vous ont incité, c'est une question qui s'adresse à vous, Pierre-Christophe Ponce, mais également à vous, Weniko Ihage. Quelles sont les motivations qui vous ont poussé justement à créer? Complétera, mais les motivations sont diverses. Tout d'abord, pour répondre effectivement à la manière dont certains pays, à la fois ultramarins et même dans le Pacifique, traitent cette problématique, ce sont des zones quand même où il y a une langue, je dirais, qui permet la communication. À Wallis, c'est le wallisien. Au Vanuatu, c'est le bishlamar. Il y a le créole dans les pays, effectivement, créolophones. En Nouvelle-Calédonie, il y a cette diversité linguistique qui a fait que ça a toujours été une barrière. Vous avez montré aujourd'hui que la barrière linguistique est plus à la fois historique, mais aussi un signe que c'est possible de effectivement faire un journal télévisé dans le pays. Quelles sont les motivations? Les motivations, elles sont simples. C'est que ça n'a jamais été fait. On a toujours trouvé des poncifs, des a priori, un discours négatif sur les langues kanak. Aujourd'hui, ce partenariat, non seulement il est à mettre dans le crédit, effectivement, de l'accord de Nouméa, puisque les langues kanak doivent être
des langues, non seulement d'enseignement de culture, Christophe l'a dit tout à l'heure, mais les médias doivent valoriser effectivement les langues kanak. Nous, on l'a fait avec une autre chaîne télévisée, on l'a fait avec les Nouvelles-Calédoniennes, on l'a fait avec Juan Pala, etc. Et là, on va faire avec Radio Dido aussi. Donc, on est au centre, si vous voulez, de ce que les langues kanak soient valorisées. Et en plus de ça, on en parlera tout à l'heure, les langues kanak sont des langues d'enseignement de culture. L'Académie des langues kanak, avec le vice-secteur et avec le vice-sectorat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, on est membre du conseil partenarial pour réfléchir ensemble sur les contenus des enseignements depuis le premier degré jusqu'au lycée. Alors, donc là, actuellement, on y travaille. Monsieur Yagé, vous avez parlé de l'article de l'accord de Nouméa avec l'article 1.3.3. Regardez qui dit, je cite, « Les langues kanak sont avec le français des langues d'enseignement et de culture en Nouvelle-Calédonie. Leur place dans l'enseignement et les médias doit donc être accrue et faire l'objet d'une réflexion approfondie. » Pierre-Christophe Pointe. Oui, je crois que c'est tout l'objet finalement de ce partenariat. C'était déjà il y a quelques mois où c'est vrai que je me posais la question sur comment mieux valoriser finalement ces langues kanak. Et puis finalement c'est arrivé assez naturellement. Et puis c'est vrai comme disait M. Yagé, on nous a souvent dit mais comment vous allez faire, il y a 28 langues, laquelle choisir. Et bien finalement on a choisi de ne pas choisir. C'est-à-dire qu'on a essayé de montrer qu'on pouvait mettre en valeur ces différentes langues. Alors on a bien conscience que ce soir, on n'a pas fait les 28, mais on a proposé un panel de langues qui sont représentatives des principales langues parlées, à la fois de la Grande Terre et des îles Loyauté. On rappelle lesquelles Bien le Hadjé, le Paichi, le Halachu et le Djiou, avec le Paichi qui a été assuré pour la présentation. Donc c'était important finalement de montrer que ce n'était pas une barrière et qu'on pouvait s'en sortir. Et puis je crois que finalement ça permet à peut-être certains vieux dans les vallées de se dire, voilà, finalement, après toutes ces années, les langues kanak sont également à la télévision. Et je crois que ce symbole-là était vraiment très important pour la transmission des langues des plus âgés aux plus jeunes aujourd'hui. Alors c'est 19 ans. Dans le maire, on dit que ça doit faire l'objet d'une réflexion approfondie. Je signale qu'au niveau de l'université, il y a déjà une filière langue et culture régionale qui permet effectivement de former des jeunes qui sont déjà locuteurs d'une langue maternelle, d'une langue kanak. La plupart de nos chargés de mission sortent donc de cette filière. Il y a également au niveau du premier degré, dont la compétence de l'enseignement revient effectivement aux provinces, où on commence à enseigner effectivement les langues kanak, sans compter effectivement dans le second degré. Le centre culturel Chibaou, au niveau de ses enquêtes avec le département culture patrimoine, fait aussi, disons, des recherches, fait des collectes avec effectivement l'ensemble des conseils d'air. Donc je pense que ce qu'il faut bien savoir, c'est que dans le contexte historique que nous avons vécu, les langues kanak ont toujours été, ont toujours eu une vision négative. Aujourd'hui, il faut, comme je le disais tout à l'heure, lorsque nous avons fait un comité de transition, quand vous prenez le Vanuatu, il y a une centaine de langues, mais c'est cette diversité-là qui permet justement une reconnaissance et une tolérance accrue entre les populations, parce que justement, il y a cette diversité. C'est quand même étonnant d'attendre 19 ans après la signature de l'accord de Nouméa que l'on puisse avoir le premier JT en langue kanak. C'est votre mission principale en tant qu'académie. Pourquoi avoir attendu tout ce temps, monsieur? Écoutez, il vaut mieux tard que jamais. Je crois que je l'ai suffisamment souligné tout à l'heure. Et j'espère aussi que ce n'est pas uniquement historique pour qu'on le fasse aujourd'hui. Ensuite, je pense qu'avec la direction calédonienne, il faudra déterminer ensemble la continuité de ce partenariat pour que nous puissions le faire soit d'une manière mensuelle, soit d'une manière... Ça, c'est à définir. Mais je crois que ce qui est... pourquoi attendre vous savez, dans l'histoire des langues en général, que ce soit par rapport à la négritude, que ce soit par rapport à Aimé Césaire, que ce soit par rapport à Louis Sédar Senghor, les langues, les histoires des langues, la valeur a toujours été le contexte politique. Le premier JT aujourd'hui, c'est peut-être regrettable, mais moi je suis preneur, il se fait à 1 an de 2018. C'est lié toujours à des contextes politiques. Et je crois qu'aujourd'hui, il faudrait que les langues-là soient valorisées pour qu'on puisse reconnaître des droits, pour qu'il y ait moins de tension, pour qu'il y ait plus de dialogue entre nous. Juste une petite question, Prosper. Toi, tu es originaire de Poindimé. C'est ça. Tu parles le Tchémouki. Le Tchémouki. Et à la maison, est-ce que vous parlez couramment? Vous communiquez? Explique-nous un peu comment ça se passe. Avec les parents, on communique beaucoup en Tchémouki. Avec les neveux et nièces, du coup, c'est un autre rapport, parce que du coup, il y a beaucoup... ils comprennent le Tchémouki, mais ne le parlent pas trop.
Et ça se passe aussi par là, je veux dire, ce travail que vous menez tous les jours pour préserver et puis protéger ce patrimoine, cet héritage culturel. Ben, à la maison, encore une fois. La meilleure politique de préservation de langue, c'est la transmission. À partir du moment où une langue continue à être transmise, à partir du moment où une langue continue à être travaillée, à être écrite, à être enseignée, je pense que nous allons dans ce sens. Et ce qui est très bien dans ce reportage, dans le travail que nous faisons de faire, c'est que non seulement les langues kanak sont maintenant reconnues au niveau des médias, mais c'est aussi une manière de valoriser les enseignants, puisqu'on voit que ce n'est pas uniquement de l'enseignement pour de l'enseignement, ce n'est pas uniquement parce que c'est inclus dans l'accord de Nouméa, mais c'est aussi parce que ça fait partie de la vie quotidienne, parce que ça fait partie des changements des consciences. Justement, il y a eu pas mal de réactions, il y a eu des réactions dans ce sens-là. Vendredi, juste pour rappeler un peu le contexte, il y a une vidéo qui a été postée sur notre page Facebook, où on pouvait y voir Élise qui répétait son texte en langue païchi pour la présentation du JT. Et je rappelle que cette vidéo a enregistré près de 15 000 vues, plusieurs centaines de commentaires. À 95%, les commentaires sont plutôt positifs. Et d'ailleurs, je remercie tous les internautes qui nous suivent sur notre page Facebook. Et puis, il y a ce commentaire de Ariane Song qui dit « Bof, de toute façon, pour tout, on est à la traîne. Vouloir rattraper tous ces retards frise le ridicule. Et le but premier, voilà, on peut le voir à l'écran, le but premier ne sera pas atteint 20 ans, 30 ans. » Pouf, une réaction... Pierre-Christophe. C'est comme il le disait tout à l'heure, c'est-à-dire que si on ne fait rien, rien ne sera fait à notre place. Donc à un moment donné, c'est vrai qu'on prendra des coups par rapport à cette initiative. Vous disiez pourquoi on n'a rien fait depuis tout ce temps-là. Tout simplement parce qu'il y a une forme de conservatisme en Calédonie et que c'est vrai que briser la glace est très difficile dans ce contexte-là. On a peut-être encore, on est dans un processus de décolonisation, dans ce processus de l'accord de Nouméa, mais il y a encore certaines barrières mentales qu'on n'a pas dépassées. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est surtout le but, c'était de dépasser cette barrière mentale. Et que ça ne serve à rien, je ne crois pas. Ça va changer de mentalité. Par exemple, permettre peut-être à des gens qui n'enseignaient pas à leurs enfants telle ou telle langue, peut-être leur dire, ben voilà, on peut reprendre confiance en nous et essayer d'enseigner cette langue à nos enfants. Ça ne sert pas à rien. Alors, de toute façon, il y a une émission sur une chaîne télévisée en métropole, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, ce que je veux dire, je vois que vous souriez, vous les journalistes, mais dans la réalité, moi, de toute manière, à chaque fois qu'on fait une chose pour la première fois... Vous savez, bouleverser les consciences, voilà, bouleverser les consciences fait partie de la vie quotidienne des gens. On ne peut pas... Moi, je ne peux pas la convaincre de l'intérêt. Simplement, si vous voulez, je dis toujours que écouter des sons, je dis bien des sons, qui deviennent des phonèmes, qui deviennent une langue, qui deviennent un véhicule de préservation d'identité, mais aussi de communication, de respect, ce sont des passerelles quand on veut construire un pays. Alors justement, écouter des sons, là on voit derrière moi, on peut voir le JT que vous avez pu voir à 18h, le premier JT en langue. Alors pour nous, Calédoniens, ce choix est né d'une volonté de briser, entre guillemets, les tabous, alors que ces langues ont été longtemps marginalisées. Pourquoi marginaliser, Pierre-Christophe Ponce? Pourquoi faire une catégorie? Pourquoi elles ont été marginalisées? Mais c'est tout simplement par rapport à l'histoire. Avec l'histoire coloniale, évidemment. On a honte? C'est quoi? C'est une honte? C'est une provocation politique? Tout simplement, c'est que depuis 1863, il y avait un décret qui interdisait l'enseignement et le fait de parler une langue kanak. Et ce décret est resté en application jusqu'à très tard. Même dans les années 60-70, il fallait avoir un traducteur assermenté par le gouverneur pour pouvoir passer un texte dans les journaux. Et ne parlons même pas de la radio ou d'autres médias. Donc aujourd'hui, entre guillemets, suite aux événements, suite aux revendications indépendantistes, il faut le dire, ces langues ont été davantage prises en considération et font aujourd'hui partie finalement de ce processus à la fois de l'accord de Matignon ou de l'accord de Nouméa, donc au même titre que la culture. Donc c'est important aujourd'hui, même si ça arrive un peu tard effectivement, eh bien que les langues soient valorisées dans les médias, dans le système éducatif. Voilà, c'est très important. Les langues valorisées dans les médias, ça se fait déjà au Vanuatu, Prosper, avec ce JT présenté en Bichlama, qui est la langue... une des langues officielles du Vanuatu. Voilà, donc je vous propose de regarder l'extrait JT. Wakata Peace Iron Roofing we MP mo Minister blong Tourism blong Solomon Island Honorable Dotto Detke hemi staff goron mo seramot long samogata community long Filaton mo rural area long efate hemi kam long mane blong olgata we
hemot emol friend blong hemol businessman Solomon Island ibin raise him long 2 days during one fundraising. Moi bin stop some chairman blong fundraiser committee. Voilà. Donc, par rapport à cet exemple qu'on a pris, le Bichlama est reconnu en tant que langue officielle. Ici, en Calédonie, on n'a que le français qui est reconnu en tant que langue officielle. Pourquoi ne pas pouvoir, par exemple, inclure le Djéou qui, lui, compte quand même 13 000 locuteurs? Moi, je suis bien placé pour répondre à votre question, puisque le Djéou est effectivement ma langue maternelle et c'est une des langues, sinon la langue la plus parlée. Donc, effectivement, nous avons eu une réflexion dans ce sens, notamment au Sénat coutumier, il y a encore 3 ans, pour savoir si le Djéou ne peut pas être la langue officielle. Mais vous savez, comme disait Jean-Marie Thibault, on ne va pas chasser le français par la grande porte pour aller mendier par la fenêtre. Je veux dire par là, on ne va pas imposer une langue kanak comme langue officielle par rapport aux autres langues kanak. Donc pourquoi ne pas faire adopter la formule que nous venons de voir, à savoir garder le français, puis effectivement valoriser d'autres langues. Mais c'est aussi, par rapport aux politiques, il y a déjà une langue nationale par air. Si vous prenez par exemple l'air Khayachu, bon, c'est le Khayachu qui est la langue qui permet à cette aire de communiquer, mais il y a d'autres langues qui sont parlées dans cette même aire. Si vous prenez le Paichi, le Paichi c'est la langue dominante, entre guillemets, qui est parlée dans la zone qui vous concerne. Les langues du Sud, vous avez une langue. Donc effectivement, il faut trouver, à mon avis, il faut plus trouver une formule où on peut choisir une langue entre guillemets nationale qui permettrait à tous les Kanaks de l'air de vouloir communiquer et non pas imposer une autre langue qui serait un peu coloniale encore plus, même si effectivement le Lifou est parlé, il y a un système d'écriture, c'est une langue majoritaire, mais c'est une responsabilité qui relève effectivement des politiques. C'est à eux de nous poser la question et on essaiera de leur apporter la réponse. Mais cette pluralité linguistique, Pierre-Christophe Ponce, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen justement pour l'utiliser et la faire tourner comme avantage pour l'avenir de ce pays? Mais c'est ce qu'on a essayé de faire ce soir finalement, c'est essayer de s'appuyer sur cette diversité pour pouvoir mettre en valeur cette diversité. Alors effectivement, c'est sûr qu'on nous serait tombé dessus si on avait pris que le Djéou, ça aurait touché le plus de locuteurs, mais effectivement, les 27 autres langues, les 11 autres dialectes, nous auraient dit, mais nous alors finalement, je crois que toutes les langues ont cette particularité de véhiculer la culture dans les différentes aires, mais aujourd'hui, il faut parier sur cette diversité. Et aujourd'hui, la formule qu'on pourrait essayer de retenir pour les prochains journaux télévisés, ça serait de faire des journaux avec des langues tournantes. C'est-à-dire, par exemple, une semaine en Djéou, une semaine en Ngoné, pour essayer de concerner toutes les langues et pas une seule. Et c'est là le défi qu'on aura, en tout cas, je l'espère, avec Calédonia dans les semaines à venir. Parce qu'on entend toujours parler pourquoi à Wallis et Futuna, il y a un journal télévisé en wallisien, pourquoi à Tahiti, on a un journal télévisé en tahitien. D'ailleurs, je vous propose de regarder un extrait récupéré par Prosper où il y a le JT en langue tahitien à Tahiti. Regardez cet extrait. O ia mua vito hoere ma ia ora nei to tatou wharere ana to tuiti e mai tira ana tatou e to hura a te ia vito i rawi hia nei te pua te Ipsos no te piti ia o te hatuar a o no ahuru ma piti in e te hanere reo e mana o hiara no Emmanuel Macron. Voilà, vous voulez dire, voilà, c'est durant le JT en langue tahitien de nos confrères de Polynésie première. Là-bas, ils n'ont pas besoin de sous-titrage. J'ai entendu, enfin, c'est Pierre Christophe, pas besoin de sous-titrage, mais ça mérite quand même une explication. Pour ceux qui se demandent pourquoi à Tahiti, ils ont un journal en langue et pourquoi pas ici en Nouvelle-Calédonie. Bon, on risque de répéter, mais c'est quand même bien de bien contextualiser les choses. Tahiti, Nouvelle-Calédonie, c'est pas pareil. C'est une première étape. Voilà, une première étape. On n'a pas vocation à faire en tout cas dans l'immédiat, de faire un journal dans une langue qui du coup exclurait finalement toutes les autres langues. Mais bon, de toute manière, à un moment donné, c'est vrai que faire un journal en langue pour que ça soit plus accessible à d'autres locuteurs, c'est tout l'objectif. Et je crois que finalement, ces sous-titres en français qu'on a choisi d'appliquer pour ce journal, eh bien, ça restera une solution, en tout cas, pour pouvoir permettre à l'ensemble de cette diversité linguistique de comprendre. Et puis, il faut juste rappeler à Tahiti qu'il n'y a qu'une seule langue, que le polynésien. Mais ça ne choque plus. Ça ne choque plus puisque ça fait quand même une dizaine, voire une vingtaine d'années qu'ils font effectivement le journal en une seule langue. Aujourd'hui, nous, ça peut effectivement faire réagir par rapport au contexte plurilingue de la Nouvelle-Calédonie, par rapport au statut officiel de la langue française, mais je crois que nous avons montré que c'était possible.
Et en plus de ça, je crois que c'est une ouverture des consciences. Moi, j'insiste sur l'ouverture des consciences, sur une langue comme moyen de communication avec les autres ethnies, parce qu'on parle beaucoup d'un concept politique qui est le concept de la citoyenneté, mais c'est l'occasion que vous avez donnée aujourd'hui pour passer des langues kanak à l'intercompréhension entre nous. Alors justement, ça c'est le rôle de l'ALK. Chaque jour, c'est pouvoir préserver cet héritage, ce patrimoine linguistique, culturel. Votre rôle, c'est aussi de pouvoir le diffuser pour un maximum de Calédoniens, car cet héritage-là, ces langues régionales, maternelles, elles appartiennent à tous les habitants de ce pays, elles appartiennent à tous les Calédoniens. Enfin, c'est un héritage, effectivement, qu'il faut préserver, qu'il faut cultiver, qu'il faut enquêter, qu'il faut collectionner. Et c'est effectivement le rôle des chargés de mission que vous avez vu tout à l'heure. Alors voici une transition toute trouvée pour regarder justement, pour vous présenter le sujet de l'un de vos chargés de mission, Prosper Pouedi, pour l'ère Angie Haro, et Anissa Toussi est allée le rencontrer justement durant son travail. Regardez ce reportage. Ok. Prosper est l'un des 8 chargés de mission de l'ALK répartis sur le pays. Depuis 7 ans, il se rend régulièrement dans les 4 communes qui composent l'ère Angie-Haro. Objectif, recueillir le maximum de données linguistiques auprès des anciens. La mission première, en fait, c'est de codifier les langues qui sont à l'intérieur de chaque ère. C'est l'une des plus grandes difficultés à nous, en fait, qui sommes les peuples à tradition orale, c'est-à-dire de retranscrire des données orales par écrit. Pour ce travail de collecte, les chargés de mission arrivent avec plusieurs thématiques, comme la famille ou les techniques de pêche. Tout se fait dans le respect et d'un commun accord avec la personne ressource. J'enregistre la personne ressource. Et une fois qu'on a fini les enregistrements oraux, et je prends aussi quelques notes, après je retourne à l'antenne et je réécoute l'enregistrement et je reprends des notes et je remets tout sur papier. Après on enregistre tout sur une base de données, qui sera... Parce que là actuellement à l'ALK on travaille sur une base de données qui se nomme Wachang. Wachang en Djéou, ça veut dire le panier, panier sacré. Ça fait que nous sommes en train de garder, collecter ces données-là qui seront un panier ou une richesse mémoriale pour le pays de demain. Mais pour l'heure, le travail est rendu difficile par le nombre restreint de locuteurs. Comme ici à Nekriaï avec Salomé, la personne ressource pour la langue Haro. Il n'existe plus que 2 personnes sur le territoire à parler cette langue. Okay. Le fait de rencontrer une personne comme Mami là actuellement, c'est pour moi une chance. C'est pour moi une chance parce que, comme on dit, une personne qui est encore là, qui nous donne des données, c'est vraiment un patrimoine vivant parce qu'une personne qui part, qui plus tard sera décédée, ben, c'est comme une bibliothèque qui part avec tout notre patrimoine à l'intérieur, c'est-à-dire nos contes, nos légendes, nos savoirs initiatiques par rapport à la culture de l'igname, par rapport à la culture du tarot. En fin d'année, une proposition d'écriture de la langue adje sortira sous forme de livre pédagogique à destination des scolaires. Un travail qui fait écho à celui de l'UNESCO et l'INSEE, qui procèdent à l'heure actuelle à la collecte des savoir-faire autochtones dans le reste du monde. Voilà, le sujet de Anissa Poigou et Anissa Toussi et Prosper Poigou, notre Prosper de Calédonien, et puis on salue aussi le Prosper Pouedi de l'ALK. On vient de le voir, malgré le travail qui est effectué sur le terrain, il y a tout de même des langues qui sont menacées d'extinction. Dans son édition de 2009, l'Atlas des langues en danger de l'UNESCO recense 18 langues kanak menacées, dont 5 en situation critique, dont celle que l'on vient de voir avec Prosper. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, moi, pas que je voudrais contester cette terminologie de l'UNESCO qui parle de langue en danger. C'est vrai qu'on peut être alerté par les langues en danger dans la mesure où il y a une dizaine de locuteurs, voire 2 locuteurs, comme le Womong, effectivement, dans la région de Vaud. Donc, mais je crois qu'il faut surtout
alerter les gens sur ce qu'ils font de leur langue. Si vous prenez par exemple le breton, le breton peut être considéré comme une langue en danger dans la mesure où la plupart des jeunes bretons quittent effectivement leur Bretagne natale et vont dans les grandes villes effectivement pour pouvoir travailler, poursuivre des études, y résider, etc. À partir du moment où ces jeunes-là ne sont plus dans leur contexte d'origine, la langue n'est plus transmise. Donc dans ce cas, on peut considérer effectivement le breton comme langue en danger. Donc ce qui est intéressant dans ce concept de langue en danger défini par l'UNESCO, c'est la définition qu'il donne de langue en danger. Est-ce que c'est par rapport au nombre? Est-ce que c'est par rapport au nombre c'est justement la question que j'allais poser. À partir de quand nous, on peut en dire tout cas, que la langue est en danger? on n'a pas attendu, à partir de la création de l'Académie de langue kanak, on n'a pas attendu ce concept de langue en danger. Vous avez vu Prosper Poïdi, effectivement, parce que nous, nos missions, ce n'est pas uniquement de transcrire, c'est pas uniquement de sauvegarder, de collecter, mais c'est aussi effectivement de voir dans quelle mesure on peut travailler sur la langue et surtout conscientiser les langues sur la préservation de leur patrimoine en les transmettant. Ça, c'est un des rôles prioritaires de l'Académie des langues kanak, en sachant très bien qu'on ne peut rien faire. Vous savez, Claude Agege, dans L'Homme de parole, il a déjà gardé ce concept en disant qu'il y a plusieurs langues en danger dans le monde. Il y en a même une centaine qui disparaissent chaque année. Donc effectivement, on peut peut-être rien faire contre cette fatalité, mais en tout cas, on peut effectivement conscientiser les gens de l'importance de leur langue. Alors, qu'en est-il un peu de l'enseignement des langues ici en Nouvelle Calédonie? Est-ce qu'il y a un travail qui est mené étroitement entre l'ALK et le gouvernement pour enseigner ces langues? Encore une fois, on revient dans l'éducation. Ouais. Alors effectivement, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été faites assez tardivement d'ailleurs, même si depuis 1992, de l'application de la loi Dexon en Nouvelle-Calédonie qui permet à 4 langues d'être passées au baccalauréat, il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites, mais c'est vrai qu'il y a encore un problème, enfin pas un problème, mais en tout cas, il y a en tout cas un déficit par rapport à l'enseignement des langues kanak sur l'ensemble du cursus scolaire. Donc ça, c'est tout l'objet finalement du nouveau projet éducatif de Hélène Yekawé, qui essaye de concerner tous les acteurs finalement concernés par les langues kanak, la LK, la DCK, les institutions, pour essayer de réfléchir finalement aux meilleurs outils, aux meilleurs moyens aussi de faciliter cette transmission des langues par l'école. Et puis finalement, oui, aujourd'hui, le plus important finalement pour l'ALK, et à travers ce journal télévisé notamment, c'est montrer que le plus important, c'est la transmission entre les différentes générations. Parce qu'aujourd'hui, en milieu urbain, comme il l'a rappelé, c'est aujourd'hui ce qui est le plus difficile. Et on voit que par exemple, entre 2009 et 2014, même si ça reste que des chiffres, eh bien, il y a eu un recul du nombre global de locuteurs de langue kanak. Donc c'est une préoccupation auquel le système éducatif, en tout cas, va essayer de répondre dans les prochains mois, dans les prochaines années. Il y a une compétence partagée au niveau de l'enseignement des langues kanak, à la fois les provinces, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le vice-rectorat. Et effectivement, le vice-rectorat et le gouvernement ont mis en place ce qu'on appelle un conseil partenarial qui regroupe un certain nombre de partenaires, dont la LK avec le CELC du vice-rectorat, le gouvernement, pour réfléchir ensemble sur le contenu de l'enseignement. Je pense que je préfère laisser ce secteur à monsieur le vice-recteur ou à Hélène Yekawé surtout parce que effectivement c'est une initiative du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie que de voir ce secteur transféré et nous y réfléchissons d'une manière plus approfondie à ce que les langues kanak effectivement sont enseignées à travers le nouveau système éducatif. Alors vous allez voir dans quelques instants. Vous voyez déjà derrière moi une carte avec les 8 pays de Nouvelle-Calédonie, enfin les 8 aires coutumières avec voilà, le Paichi Tchemoui. Je rappelle juste que les langues qui ont été choisies dans notre JT ce soir, eh bien c'est le Djehu, Paichi, Aindje et le Khalachu qui font partie des langues les plus répandues et qui ont chacune entre 5 000 et 16 000 locuteurs. C'est une carte qui Je rappelle que les enseignants, parce que ce sont surtout ceux qui sont les plus intéressés, les enseignants et tout le public qui veulent avoir cette langue-là peuvent venir le prendre chez nous à l'Académie des langues. Cette carte. Cette carte. Voilà, cette carte de 28 langues. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir de cette carte? Parce que là, on voit pas mal d'informations avec des couleurs. Pierre-Christophe Pons. Ça montre toute l'étendue de la diversité des langues kanak en Nouvelle-Calédonie. Ça montre que le contexte linguistique n'est pas le même aussi de loyauté que sur la Grande Terre. Et puis ça montre surtout l'extrême diversité linguistique de l'ère Hotmawap.
Et c'est vrai que tout ça, mis bout à bout, c'est un ensemble de défis finalement auxquels doit répondre l'ALCA, mais également tous les autres acteurs institutionnels. Ce n'est pas uniquement une carte où il y a l'inventaire aussi du nombre de locuteurs sur la gauche qui nous a été donné effectivement par l'INSEE, mais cette réflexion nous a permis d'aller beaucoup plus loin pour réfléchir ensemble, par exemple, j'espère qu'on aura le temps tout à l'heure de parler de l'atlas linguistique que nous sommes en train d'y réfléchir, et aussi, pourquoi pas, à partir de la réalité et complexité linguistique en Nouvelle-Calédonie, étendre cette réflexion sur la plupart des pays du Pacifique et de réfléchir ensemble sur une espèce de charte où les pays du Pacifique auront des recommandations politiques à y travailler et à étendre, à approfondir leur réflexion pour que nous puissions justement obéir. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a un colloque qui va être organisé conjointement par le vice-rectorat vers le mois de septembre-octobre. J'espère que Calédonia sera là, où effectivement on va poser le problème sur la réflexion pédagogique des langues. On en reparle dans la deuxième partie. On se retrouve, chers téléspectateurs, dans la deuxième partie. Prosper, merci. Merci, Jimmy. Et puis, continuez à parler la langue et en espérant avoir le prochain JT présenté par Prosper en Tchemoui. C'est ça, Prosper? Peut-être, ça arrive. À la mi-temps, Prosper sera remplacé par Clémence Lossand dans la deuxième partie. On se retrouve tout de suite. Samzira abar fatam indina matube al petralina hasa fagala kamashin ما نعرف كماشي لكن يمشين سيجيب بس كان جمر من جمينا ما شاء الله أبينا دبس درجي وكذا أبونا وقع في الجمال بس لا في شيء فيه Là, vous avez vu la bande-annonce d'un extrait d'un film qui sera diffusé sur Calédonien, sous-titré. On sous-titre tout sur Calédonien. Pas de doublage. Clémence nous a rejoint dans cette deuxième partie de Bienvenue dans la bande. Bonsoir Clémence. Bonsoir. Je rappelle que l'on parle de la place des langues régionales dans la société. Et puis on est revenu sur le JT, le premier journal télévisé en langue kanak présenté par Élise. En débrief avec Weniko Ihage, le directeur de l'ALK, l'Académie des langues kanak, et Pierre-Christophe Pons, responsable scientifique de l'ALK. Merci d'être là, messieurs. Clémence, c'est à toi. Bonsoir. Donc je viens effectivement un petit peu avec des apports du monde entier, parce qu'en fait la question de la disparition des langues est largement répandue. L'UNESCO recense 6000 langues dans le monde et donc 50% seraient en train de disparaître. Et en parcourant la presse, j'ai lu un témoignage dans le quotidien La Croix qui m'a interpellée et que j'avais envie de partager avec vous. C'est celui d'une femme dont la grand-mère parlait un dialecte indien qui s'appelle le tegoulou, une langue donc que sa grand-mère lui a enseigné toute sa petite enfance et que, à son entrée à l'école primaire, elle a brusquement cessé de lui transmettre. Et donc, je vous propose d'écouter le témoignage de cette femme qui parle de sa grand-mère. Elle avait compris, non, on lui avait fait comprendre, car elle avait trimé dans une plantation à la période coloniale, que sa langue maternelle était mineure et inférieure, bien que 79 millions de personnes la parlent aujourd'hui. Elle avait pensé que de cette langue-là, je n'aurais pas besoin. Elle avait non seulement compris cela, mais elle l'avait intégré de façon terrible, assimilée même. Elle cite notamment l'exemple du moment où elle allait faire des concours de français, où sa grand-mère, plutôt qui était de confession hindoue, ne vouait plus ses dieux traditionnels et allait à l'église catholique la veille pour prier, estimant que le dieu blanc lui viendrait plus en secours que ses propres dieux. Alors j'ai choisi de vous parler de cet extrait parce que c'est vrai qu'on a la sensation que c'est un peu toujours les mêmes arguments qui reviennent. Au sein même de cette rédaction, quand on a voulu faire ce journal en langue, tout le monde a trouvé ça formidable. Par contre, peut-être qu'on ne va pas le faire demain et peut-être qu'en fait, c'est pas moi qui vais le faire, mais c'est quelqu'un d'autre qui serait plus légitime pour le faire, pour s'y coller. Et c'est vrai qu'on voit bien aussi dans tout ça le poids vraiment de l'histoire coloniale, dans cette perception qui veut que l'un soit supérieur, l'autre inférieur, et du coup, ça déteint sur la question des langues. Je voulais de nouveau vous entendre un petit peu sur ça, Pierre-Christophe Pons, ça c'est le phénomène de dichlosie. C'est ça, conflit diglosique, c'est-à-dire quand une langue prend le pas sur l'autre et finalement qu'il y a une autocensure finalement qui s'opère chez les gens pour ne plus transmettre parce qu'il y a une forme de honte finalement qui s'opère dans cette langue maternelle. Et c'est effectivement, c'est le contexte colonial qui explique ce conflit par rapport aux langues régionales. Elle est encore forte au pays, cette honte? Monsieur Ihage, cette honte, est-ce qu'elle est encore présente? Si oui, est-ce qu'elle est forte au pays? Elle est encore présente pour d'autres raisons. Mais je rappelle que dans les années 70,
les premiers étudiants kanak qui sont issus des 68 en métropole. Lorsqu'ils sont arrivés ici, ils se sont battus pour une injustice, parce que le premier juge kanak a été interdit dans un restaurant. Et suite à ça, ils se sont manifestés pour valoriser, effectivement, à partir de là, Nido Islansin et d'autres ont effectivement écrit des tracts en langue kanak. Ce que je veux dire, c'est que de cette mouvance et de cette révolte d'un point de vue national est né un mouvement, je dirais, identitaire, puisque ça a pris des considérations politiques, mais c'est d'abord tout simplement la reconnaissance de leur langue qui a été effectivement supprimée par le contexte colonial. Et aussi en Inde avec l'histoire anglaise, parce que c'est l'anglais qui est la langue, et donc des langues. On leur a fait inculquer effectivement peut-être cette honte. Il y a des poncifs sur les langues africaines, sur les langues maternelles hindoues, etc., par rapport aux langues dites occidentales, et liées effectivement au contexte politique. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut revenir à la Nouvelle-Calédonie pour répondre à votre question. C'est en partant justement de ces exemples-là où on peut éviter, effectivement, ensemble, on peut éviter ces histoires-là, on peut éviter ces exemples pour que, effectivement, nos langues puissent être valorisées dans un pays en pleine reconstruction. Mais la décolonisation des consciences est extrêmement difficile. Effectivement. Et je vous proposais également un autre article, toujours dans La Croix, parce que là, on y apprend qu'à la rentrée 2018, on crée en France une agrégation des langues de France. Alors, rapidement, donc, dès 2018, seront proposés le breton, le corse, l'occitan. En 2019, le basque et le catalan. En 2020, le créole et le tahitien. Donc, effectivement, c'est ce qui va permettre aux enseignants du second degré de pouvoir passer le concours dans ces langues-là. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne voit pas encore les langues y apparaître, les langues kanak y apparaître, pardon? Est-ce qu'effectivement, c'est un travail qui est en cours? Et finalement, j'en profite pour poser une autre question, mais pourquoi est-ce que c'est si compliqué de mettre en place l'enseignement des langues kanak à l'école? Là aussi, c'est quelque chose qui a été décidé il y a très longtemps et qui aujourd'hui reste encore simple. Alors, ne vous inquiétez pas, peut-être que c'est un Hagué. scoop, mais il appartiendra au vice-secteur de le souligner. Mais l'agrégation ou le diplôme des langues kanak va être officialisé à partir de l'année prochaine. Donc, ceux qui, effectivement, enseignent les langues kanak auront la possibilité de passer ce concours national parce que ça a été annoncé au conseil partenarial dont je parlais tout à l'heure. Ah bon, ça tombe bien parce qu'on a c'est une une très réaction bonne nouvelle qui permettra à la fois la reconnaissance, si vous voulez, au statut des enseignants en langue kanak, parce que ça a toujours été des maîtres auxiliaires. C'est aussi une reconnaissance du statut des langues. Parce que ce sont des langues optionnelles au baccalauréat, ce sont des langues qui sont incluses maintenant dans les programmes du lycée, mais pose aussi le problème de formation, pose aussi le problème, si vous voulez, de la programmation de ces langues dans la DAG. Et que maintenant, à partir du moment où, effectivement, on valorise les langues à travers l'attribution d'un diplôme, que ce soit l'agrégation dans le système éducatif, c'est un moyen pour, effectivement, reconnaître que les langues kanak sont comprises maintenant à part entière dans le système éducatif calédonien. On a une réponse, on a une réaction, un commentaire plutôt sur notre page Facebook de Christiane Gambé qui dit, je cite, « Maintenant, les langues sont parlées à la télé alors que les enseignants sont toujours dans une situation précaire. » Je pense que vous venez de répondre en partie. Et encore une fois, pareil, Pierre-Christophe Ponce, le premier JT en langue kanak, 19 ans après l'accord de Nouméa, et là, M. Hagué, qui nous annonce comme étant un scoop sur l'évolution du statut des étudiants, justement, qui veulent enseigner les langues kanak. Ça prend du temps. Quelle est votre réaction? Est-ce normal, selon vous? Si je voulais faire preuve un petit peu d'humour, je dirais que c'est un peu le temps kanak, finalement. C'est le temps calédonien, c'est-à-dire... C'est le quart d'heure calédonien. Voilà, non, sans rire, je crois que c'est vrai que tout prend du temps, mais ça s'explique aussi par le contexte politique calédonien, qui est quand même un contexte bien particulier. Et je crois que finalement, l'adoption de ce nouveau projet éducatif depuis l'an dernier, alors que depuis 1998, on a signé cet accord de Nouméa, ça aussi c'est très tardif. Et ça prévoit effectivement une amélioration de l'enseignement des langues kanak tout au long du cursus, des maternelles jusqu'au bac. Mais ça s'accompagne, comme le disait M. Hagué, par une titularisation, une amélioration des conditions des enseignants pour qu'ils ne soient plus simplement maîtres auxiliaires et qu'il y ait vraiment une vraie reconnaissance d'un point de vue institutionnel des enseignants en langue kanak. J'espère que cette réponse vous a plu, Christiane Gambé. Hélène Verlaguet, par exemple, qui est la directrice de l'enseignement, fait un travail considérable avec toute son équipe
équipe, Marlène Wamo, ainsi que toute l'équipe pédagogique, au même titre que le CELC avec M. Cartonneau. Ils font tout un travail sur le contenu, justement, en langue kanak, en langue de culture, en expression, pour que, justement, ce soit intégré dans le système éducatif. Et je les félicite au passage, parce que, si vous voulez, à partir du moment où on s'approche d'une date historique, à partir du moment où Hélène Ikawe a travaillé là-dessus, je pense qu'on ne va plus revenir là-dessus. Il faut avancer pour s'occuper d'autres choses, notamment par rapport à votre question sur le statut des enseignants, qui leur permettra d'être reconnus avec la mise en place de cette agrégation en langue kanak, au même titre que les autres langues du Pacifique. Clémence, il nous reste un peu moins de 2 minutes. Une dernière question, Clémence, je pense, sur un recensement effectué sur Google. Alors effectivement, j'ai trouvé un truc assez intriguant, c'est-à-dire que finalement, c'est Google qui a lancé un projet qui s'appelle langueendanger.com, ce qui peut paraître un paradoxe, parce qu'on dit souvent qu'Internet, c'est justement ce qui uniformise complètement les langues. Et il se trouve que, donc, selon le classement de l'UNESCO, ils ont repris un petit peu le recensement des langues. Il se trouve qu'au pays, ils recensent 17 langues en danger, et notamment la langue Are. Alors, je pense que l'orthographe est différente, mais c'est celle dont nous parlions dans le journal. Et effectivement, l'idée, c'est de collecter des données sur ces langues. Alors, il y a à la fois une fiche de présentation, mais aussi des médias. Et bon, pour cette langue, par exemple, il y a 9 vidéos qui sont proposées. Alors Google travaille avec un certain nombre d'associations et de personnes ressources, mais les internautes comme vous et moi sont aussi invités à contribuer à cette collecte en envoyant des vidéos. Alors je ne sais pas du tout si vous aviez connaissance de ce projet et si vous semble pertinent. Il y a des questions qui se posent aussi, comment est-ce qu'on peut contrôler le contenu une réaction, il nous reste 30 secondes, une réaction rapide. Est-ce qu'on peut se fier à l'objectivité de Google? Ce sera la réponse de M. Haguet. Est-ce qu'on peut se fier? Je savais que cette question... En tout cas, nous, en enquête, pour sauvegarder, on travaille sur nos langues et on valorise les langues kanak. C'est la réponse que je peux donner à Google. En tout cas, merci. Nous arrivons au terme de cette édition. On rappelle quand même que nous sommes le 27 juin, une date historique pour les langues kanak, mais surtout pour le pays où nous avons pu diffuser et préparer un journal télévisé en langue sur calédonien. Merci Pierre-Christophe Ponce. Merci pour ces analyses. Merci M. Weniko et Haguet d'avoir fait le déplacement depuis Nouméa. Et puis merci Clémence. Merci à vous. Pour ces élargissements à travers le monde. Merci à tous. Bonne soirée. On se retrouve demain. Oleti et Lagné.